Quelles sont les plus grosses difficultés pour un soignant en France? Tu demandes à une infirmière qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à mieux faire ton job. En fait, il me faut plus de collègues. C'est que d'ici à 2030 dans le monde, il va manquer 11 millions de professionnels de santé. On veut vraiment créer cette plateforme où tu gères tous tes recrutements, tous tes remplacements, tous tes plannings, tous tes enjeux de formation. On commence à acquérir nos premiers clients avec ce nouveau produit et on fait une première levée de fonds en seed en septembre 2017 auprès du Business Angel. Tu te rappelles le montant? 1 million à peu près. Là, on a fait une série A où on a levé 15 millions avec 2 fonds de VC, Revaya et Acton, qui est un fonds allemand. J'ai plus appris en 2 mois de wagon qu'en 4 ans d'école de commerce quasiment. Bonjour Antoine Laurent. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être ici avec moi ce matin. Pas très chaud aujourd'hui, on est début décembre pour être totalement transparent avec les gens qui nous écouteront. Merci beaucoup Antoine. On va parler d'un sujet dont on n'a pas traité sur le podcast et je dis souvent cette petite phrase en introduction, mais c'est important pour moi de le souligner. Aujourd'hui, on va parler RH, on va parler santé, on va mêler peut-être un petit peu ces deux univers et tu as présenté aussi le projet que tu portes déjà depuis un petit peu de temps déjà. Mais avant ça, est-ce que Antoine, tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Antoine, je suis le CEO et cofondateur de Hublot. Donc notre ambition chez Hublot, c'est de construire la plateforme RH pour les établissements de santé qui va répondre à tous leurs problèmes de recrutement, management et fidélisation de personnel. Et j'ai créé Hublot il y a 9 ans. J'avais travaillé avant pendant 4 ans dans un cabinet de conseil en stratégie et notamment sur des projets dans la santé sur les 2 dernières années. Côté perso, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans qui occupe la majorité de mon temps libre. L'entrepreneuriat et les enfants, c'est un sujet en plus qu'on a traité une fois sur le podcast et il y en a qui gèrent bien, d'autres c'est plutôt des fois compliqué parce que en fonction de l'étape du projet et où on en est, c'est toujours une période assez délicate. Antoine, si on reprend vraiment à la jeunesse, tu as dit que ça fait 10 ans que tu as créé Hublot. Mais si on reprend même avant cette création d'Hublot et même à ton parcours d'étudiant et même d'ado, qui était Antoine il y a 15 ans, 20 ans? Mon parcours, moi j'ai toujours été plutôt bon élève, assez sérieux. Je suis l'aîné d'une famille de 4, donc le côté aîné assez sérieux, très bon élève. Né en région parisienne? Non, plutôt dans la région lyonnaise. Ok, Enfin, d'accord. T'es d'où à Lyon, sans indiscrétion? J'ai fait mon collège, lycée dans Lyon à la Croix-Rousse. D'accord, à Croix-Rousse, ok, je ouais. Non, parce que je suis de Bourgogne, Chalon-sur-Saône, et du coup, tu vois, je vais souvent en TER à Mais Lyon. j'ai même habité à Mâcon, mais À Mâcon, ok, d'accord, ouais, c'est encore plus près, tu vois. Voilà, Donc, ok. de Bourguignon. De Bourguignon, non, mais exactement. Bon, après, Lyonnais, Bourguignon, petite rivalité des fois. Je suis passé de l'un à l'autre, donc pas de sans rancune. Sans rancune, ok. Et donc j'ai grandi à Lyon et en banlieue de Lyon jusqu'à mes 18-20 ans. J'ai fait une prépa, école de commerce, cabinet de conseil, donc plutôt quelqu'un bon élève et qui a suivi un parcours sans faire trop de choix, puisque c'était ce qu'il fallait faire sans être sûr de ce que je voulais faire après. Et après ces 4 années de conseil, c'est à ce moment-là où je me suis dit j'ai envie de prendre un peu plus de risques, de tester des choses, de mettre les mains dans le cambouis. Ma personnalité, je pense, a un peu évolué à ce moment-là aussi au gré de ma vie perso. Et c'est là que je me suis dit je mets en pause le conseil et je réfléchis vraiment à ce que je veux faire après. Tu disais justement, tu as changé de personnalité. Quand on parle de changement de personnalité, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même parfois un peu contre-intuitif, on va dire, dans l'esprit d'un Français, en tout cas dans la mentalité qu'on a. Toi, tu parles du conseil. Dans le conseil, souvent, tu as un peu des practices, en quelque sorte. Toi, tu parlais un peu de santé, que j'avais fait des recherches, tu étais vraiment dans le domaine de la santé, alors sur des projets très variés, j'imagine, en conseil. Mais est-ce que, si on revient à la jeunesse de ton parcours, tu avais une appétence pour la santé ou c'est vraiment venu un peu par hasard? Quand j'ai reçu Jules Vera de Stoic, qui était en cyber, il me dit, il a découvert la cybersécurité un peu tard. Et il me dit, quand je vais pitcher à des investisseurs, je leur dis que je suis touché par la grâce du risque cyber, mais en fait, pas vraiment. Est-ce que toi, tu as été touché par la grâce de la santé? Non, ça s'est fait un petit peu par hasard en conseil, dans un cabinet de conseil. On fait, en tout cas conseil en stratégie, on fait tout type de missions pendant les premières années. Et au bout de 2 ans, par hasard, j'ai fait des projets dans la santé, donc avec des équipes plus seniors, managers et partenaires santé, avec qui ça s'est bien passé.
J'ai fait 1 projet, 2 projets, 3 projets, et après je me suis dit: «Franchement, bosser pour la santé, je m'y retrouve, ça a du sens». Et après j'ai plus du tout voulu en sortir, donc je suis tombé dedans par hasard, mais par contre, je trouve qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose qui faisait vraiment sens en termes de secteur d'activité, c'est difficile d'en revenir et je pense que je reviendrai Tu jamais. reviendrai jamais. Non. C'est très important ce que tu dis. Je côtoie un peu dans mon secteur d'activité, le secteur de la santé, qui semble hyper, comment dire? Strict. Enfin, en tout cas, il y a des organes décisionnels, il y a des normes, il y a des codes, il y a aussi, des corporations. On a les médecins, on a, le secteur paramédical et tu as l'impression que c'est vraiment très segmenté, que, ces gens-là se parlent plus ou moins bien, avec des appétences un peu différentes sur certains sujets, la manière dont on l'aborde. Hem, Au tout début de ta solution, j'ai écouté un podcast à ton sujet et est-ce que tu peux, rapidement pitcher ce que tu faisais au tout début du Hublot? Parce que tu as décidé de lancer cette start-up-là. Je sais pas si tu l'appelleras start-up ou en tout cas, quelle était ta vision au départ? Mais comment te vient l'idée de créer, Hublot? Ouais. Je réagis juste sur ce que tu as dit sur, la santé qui est assez spécifique. Chaque secteur a ses spécificités, ses complexités, mais effectivement, ce qui caractérise la santé, ce qui, à mon sens, ce qui lui donne une certaine complexité quand tu veux entreprendre dans la santé, il y a 2 choses. Un, c'est, du public, en tout cas en majorité, et même ce qui est, du privé, les groupes de santé privés, par exemple, ils sont quand même délégataires d'un service public, donc c'est particulier de travailler dans ce secteur. Et deuxièmement, c'est un modèle de remboursement pour plein de choses qui est assez complexe. C'est pas toujours de la vente en direct. Parfois, tu fais quelque chose, tu produis quelque chose, tu rends un service et tu dois être remboursé par un tiers, notamment l'assurance maladie ou des mutuelles. Et donc créer une boîte dans la santé, c'est s'attaquer quand même à ces 2 complexités et il faut l'avoir en tête. On y reviendra sans doute plus tard sur, comment nous, on approche les choses. Pour répondre à ta question OK. sur comment est venue, l'idée de Hublot, donc je te disais que, moi après mes 4 ans de conseil, j'ai pris un congé sabbatique parce que j'avais envie et besoin de faire un break et de réfléchir à la suite. Assez classique dans le conseil. Il y en a plein qui font ça, non? Assez classique. Quand j'ai annoncé ça au partenaire avec qui je bossais, il m'a dit, «OK». Enfin, il était pas ravi, il m'a dit: «Et puis, comme, tous ceux qui font ça, il y a une chance sur 2 que tu reviennes et une chance sur 2 que tu reviennes pas». Donc, Et tu parvenu? et je suis pas revenu. Et à ce moment-là, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'avais envie plutôt de rejoindre une boîte, une petite boîte, de m'intéresser plus à la tech, aux produits. Et par hasard, 1 mois après le début de mon congé sabbatique, il y avait, une promo du wagon qui commençait, dont une amie, m'avait parlé. J'avais parlé à un ancien élève du wagon. C'était les débuts du wagon, hein, c'était la 18e promo et ils en sont probablement à la 2000e aujourd'hui. Et je suis allé les rencontrer, je me suis dit: «Mais c'est trop bien, en fait, c'est 2 mois pour apprendre à coder ou retour à l'école pendant 2 mois de 9h à 19h». Et moi, j'ai toujours eu un côté un peu geek. J'avais, codé quand j'avais 12-13 ans, fait des sites web, de gamin, quoi. Et donc je me suis dit: «Go, je fais le wagon». Et en fait, au cours du wagon, c'est 2 mois de formation pour apprendre à coder. Et C'est assez intensif ou pas? C'est ouais, c'est hyper intense. Enfin, quand tu as bossé 4 ans et que ouais, tu te remets à apprendre de 9h à 19h, c'est intense. Mais moi, j'adorais ça. OK. Je me suis éclaté. Je rentrais chez moi à 19h, je continuais à coder jusqu'à 3h du matin. Je revenais le matin, j'étais crevé. Enfin, OK. j'ai Non, mais vraiment adoré. tu sûr que ça allait te plaire, quoi, en tout cas? J'étais avant de commencer, je me suis dit: «Ça va me plaire», et j'ai démarré, j'ai adoré OK. vraiment. J'ai plus appris en 2 mois, de wagon qu'en 4 ans d'école de commerce quasiment. Et en fait, à la fin, on doit coder un projet, une plateforme, une marketplace, Airbnb étant le modèle. Et on se met par groupe. Et là, soit je rejoignais un groupe, d'autres, étudiants qui avaient une idée, soit je trouvais une idée. Et j'ai eu envie de me dire: «OK, est-ce qu'il y a pas un truc que toi tu as envie de faire dans la santé?» Et une idée que tu pourrais trouver. Donc pendant 15 jours, j'ai réfléchi et je me suis dit: Qu'est-ce que je pourrais faire? Quel problème je pourrais craquer, dans la santé?» Et l'idée, initiale de Hublot au tout début, elle m'est venue de 2 façons. Hem, j'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres pays, comme tout bon entrepreneur, notamment au Royaume-Uni où les établissements de santé sont plus digitalisés. Il y avait déjà des acteurs autour, du staffing, de la gestion des remplacements dans la santé. On est aux alentours de quelle année, là, à peu près? Là, on est tout début 2016. OK. Et ensuite, j'ai regardé autour de moi, et notamment ma mère était kiné et faisait des remplacements. Elle utilisait des sites de petites annonces que je trouvais, pour le dire poliment, très peu ergonomiques.
Et là, je me suis dit: «OK, on va construire, une plateforme pour, aider les médecins libéraux, quand ils partent en vacances, à trouver des remplaçants pour opérer leur cabinet et donc aider des remplaçants à trouver, des remplacements, quand ils sortent d'études, des jeunes médecins». C'était un problème, finalement, qui existait. C'est une galère pour des médecins de trouver des remplaçants, pour tenir leur cabinet, pour assurer Ouais. suivi des patients et donc on a développé en 15 jours cette première version, de Hublot qui s'appelait d'ailleurs à l'époque, Remplamatch. OK, ouais, j'avais entendu parler de ça dans ton podcast parce que on parlait d'Hublot, mais on y reviendra peut-être, mais c'est la fusion de 2 entités. Ouais. Tu préciseras et tu seras largement meilleur que moi pour expliquer comment ça s'est passé. Mais, justement cette difficulté-là, un petit tripartie en quelque sorte, tu parlais un peu de marketplace, mais en réalité, quand tu crées ces produits-là, alors Hublot, je sais pas exactement aujourd'hui exactement comment c'est conçu et comment ça fonctionne d'un point de vue utilisateur, mais tu as un sujet, c'est qu'en fait, tu as un nombre d'utilisateurs qui sont interdépendants dans ce système-là Ouais. et pour lesquels c'est très compliqué, en quelque sorte, de les gérer au mieux. Enfin, je veux dire, tu as le médecin qui part en vacances, il faut trouver un médecin dans une zone géographique, j'imagine, ou qu'il y ait quelqu'un qui soit dessus, donc il faut que tu onboardes des médecins dessus. Il faut que tu arrives à faire connaître, je dirais, aux autres professions, libérales, type médecin, la solution. Qu'est-ce qui va pas marcher ou alors qu'est-ce qui va marcher? En tout cas, un peu les 2 penchants de cette première idée. Ouais, tu as raison, dans un modèle de marketplace, l'une des difficultés, c'est de toujours trouver et maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, et c'est une des complexités. Mais c'est pas ça qui a fait que ça a pas marché et qu'on a pivoté, qu'on a fait évoluer l'idée. C'est plutôt, 2 choses. Le problème, il était assez prégnant. On allait voir des médecins, ils disaient: «Ouais, trouver des remplaçants, c'est galère, j'y arrive pas, c'est une problématique. Oui, si on me développe quelque chose, j'en ai besoin». Mais pourtant, au moment où on s'est dit: «OK», on avait, onboardé à peu près 1000 médecins et on faisait des premiers matchs, des remplacements qui se passaient. Et tu les onboardais comment? Tu les démarchais un par Ouais, un? on allait les chercher, Ouais. à la main, en Ouais, appelant, on a fait du scrapping de plein de bases de données, en envoyant des mails. On a fait du porte-à-porte aussi pour ouais. parler à des médecins, et c'est le deuxième point, j'y viens. Mais du coup, la partie, acquisition de médecins, aller les chercher, ça aussi c'était super dur parce qu'ils sont hyper sollicités historiquement depuis toujours, hein, avec les délégués médicaux, et on le voit, une boîte comme Doctolib au début, elle investit des millions pour aller démarcher sur Bah le oui. terrain des médecins, On c'est en a hyper dur. parlé ici en plus. On a eu, Benoît Grassin qui OK, avait fondé, mon Mon docteur. Docteur Ouais. et Pixpay par la suite et qui était venu et qui a expliqué, bah, ici, je crois qu'il était à ta place ou à la mienne, a expliqué comment il se livrait une guerre commerciale, hyper enfin dure, et très, très compliquée, avec, bah, ses homologues de Doctolib, hein, où ils allaient, vraiment, dans les cabinets, un par un. Ils se retrouvaient à côté du sales de Doctolib qui vendait quasiment la même solution et il racontait un petit peu ça juste avant, bah, le rachat d'ailleurs qui a refait parler, il y a pas récemment, enfin, il y a récemment dans la presse. Ouais, Hem, c'est ce constat-là que tu vas faire, au départ ouais. et qu'est-ce qui va évoluer? Donc double constat, faire de l'acquisition de médecins, c'est, super dur et donc cher et on n'avait pas trouvé comment leur faire payer quelque chose qui était acceptable, même s'ils ressentaient le problème. Donc on s'est dit, «Bon, est-ce qu'on remonte pas d'un cran? On essaye de parler aux établissements», puisque les établissements, regroupent plusieurs professionnels. Donc là, peut-être qu'on sera moins compliqué, ils seront moins nombreux, on peut avoir une discussion, sur le business model qu'on arrivera mieux à avoir. Et donc quand on est allé, parler, on est allé sur LinkedIn avec Adrien, mon associé, on a écrit à des centaines de directeurs, DRH, directeurs des soins d'établissement et les a rencontrés une fois, 2 fois, 10 fois, on a parlé à peu près une trentaine. Ils nous ont dit: «Ouais, votre truc là, votre plateforme pour, gérer le remplacement des médecins, c'est bien, mais c'est pas ça notre problème. C'est pas vraiment ça notre problème. Nous, on a 10 d'absentéisme, surtout sur tout le reste du staff, donc le paramédical, aide-soignante, infirmière, notamment et on passe des heures à essayer de rappeler, nos équipes, nos propres équipes, dès qu'il y a un trou dans les plannings. La personne qui est au repos, tous nos remplaçants habituels, qui sont ce qu'on appelle des vacataires et on n'est pas du tout outillés pour faire ça. Donc si au lieu de faire votre plateforme pour, mettre en relation les médecins, vous aviez une plateforme qui nous permet de regrouper les gens qu'on connaît déjà et de les solliciter au bon moment selon leur dispo, ça, vraiment, ce serait génial. Et c'était Et fait par vraiment, on nous a Excel? dit ça 20 fois. Et à la base, c'était fait par Excel? C'était fait, par rien du tout. Ils appelaient, OK. ils avaient Ah une comme ça. liste, ils appelaient par téléphone. Les plus organisés, ils avaient un groupe WhatsApp avec leurs remplaçants habituels ou un doodle. OK. Vraiment, ça, c'était les plus organisés, mais sinon, ils rappelaient.
Et en fait, les managers de chaque service dans les établissements de santé, ce qu'on appelle les cadres de santé, qui gèrent l'équipe d'infirmières et de soignantes, 50% de leur temps, c'était courir à droite à gauche et passer des coups de fil, laisser des messages pour essayer de boucher les trous dans les plannings. C'est Quel à ce moment-là qu'on s'est dit: «OK, c'est ça qu'on va faire». et ce constat-là, tu as mis combien de temps à le trouver? Enfin, ça t'a pris combien de temps à itérer sur ce pain point-là? Donc la première plateforme sur les médecins, moi j'ai sorti la première version, on était début mars. J'ai continué de la développer, on a fait de l'acquisition de médecins, et cetera, et on a essayé de se faire une conviction jusqu'à septembre 2016, donc OK. ouais, on va dire 6 mois. Et c'est septembre-octobre, on a commencé à parler des établissements, on s'est dit: «Ah, là, il y a peut-être un truc à changer», et en octobre, on s'est dit: «On change. Il faut tout réécrire», et au fait, il faut aussi qu'on trouve un troisième associé qui va reprendre la partie tech que moi je portais depuis 9 mois. C'est très clair et justement tu vas parler de Hublot. Là, on parle de Hublot comme si ça a toujours été appelé comme ça entre Ouais. guillemets. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui Hublot, bon, vous avez annoncé, je sais pas, un investissement de BPI France dans la solution ou dans votre boîte ou dans ta boîte même, Antoine. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la genèse et la manière dont vous avez grossi de manière organique? Est-ce que tu as levé des fonds? Je crois que tu as levé des fonds à une partie aussi de ta vie. Mais on parlait un petit peu de tes chiffres, en tout cas de ce que tu étais atteindre, parce que tu dis: «Bah, bizarre, c'est BPI, Mid Equity ou voilà, qui investit». Je me dis: «Mais eux, c'est pas vraiment du venture». Est-ce que tu peux retracer un petit peu l'ensemble de ces éléments-là pour les gens qui nous écoutent? Ouais, bah, l'histoire, on va dire, hein, du coup, un peu plus capitalistique de la boîte. Donc on est 2 fondateurs à la base, mais rapidement 3 au moment où on pivote, Adrien, Chris, et moi. Hem, on commence à acquérir nos premiers clients avec ce nouveau produit, et on fait une première levée de fonds en seed, en septembre 2017 auprès de Business Angel. Hem, Tu te rappelles le montant? 1 000 000 à peu près. OK. Ouais. Avec du dilutif, sans dilutif, tu 1 000 000, dont 300 de non OK, dilutifs. d'accord. Déjà auprès de BPI, à l'époque. OK. Bah, ils sont un peu partout. Exactement. Et finalement, après cette première levée de fonds d'un montant, qui aujourd'hui semble bas, mais à l'époque était un montant raisonnable pour un Ouais. seed, on s'est développé de façon assez efficace, sans relever de fonds jusqu'à 2021. Et on pourra revenir après sur tout ce qui s'est passé entre 2017 et 2021. Il s'est passé énormément de choses. Mais en 2021, là, on avait beaucoup de clients, une ambition, on avait compris qu'on voulait faire beaucoup plus que juste la gestion des remplacements. Là, on a fait une série A où on a levé 15 millions avec 2 fonds de VC, Revalia et Acton, qui est un fonds allemand. Et donc là, ils nous ont accompagnés pendant les 4 années entre 2021 et maintenant. Et là, juste avant l'été, en juillet, on a fait une opération où là, on a fait rentrer 2 nouveaux investisseurs que sont Five Arrows et BPI. OK. Favaro Et de la branche private equity de Rothschild & Co. exactement. OK. Et Revalia est sorti et a réinvesti via un nouveau fonds, donc D'accord. continue à nous accompagner. Non, très clair. Non, mais c'était important pour moi de comprendre aussi parce que, bon, c'est mon métier aussi d'investir dans des boîtes et j'aime toujours aussi je pose des questions pour moi aussi, hein, pas que Ouais. pour les auditeurs, mais des fois j'ai envie de savoir et rien que mieux qu'une interview quand la personne est en face pour savoir tout ça. Hem, Antoine, si on continue un petit peu, tu parlais de développement et de nouveaux produits, en tout cas, de nouveaux besoins. Tu parlais d'un investisseur allemand, ça c'est aussi intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent, moi j'ai beaucoup regardé un petit peu la santé en Allemagne, OK. plutôt sur la partie, app, thérapie digitale au sens large, où je sais ils sont un petit peu plus en avance que nous dans la prise en charge et dans le remboursement de ces parties-là, mais peut-être que sur la santé en général, ils sont peut-être plus en avance que nous ou pas. Peut-être que c'est un choix de ta part, mais peut-être que j'aimerais t'entendre sur ça aussi. Ouais. Hem, Quels sont les nouveaux produits que tu vas lancer et quel va être en fait, le pain point que tu vas essayer de combler pour, faire un peu de cross-selling sur ton produit, j'imagine, initial? Comment ça va se passer ça? Enfin en fait, c'est en 2021 qu'on a vraiment mis au clair sur, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, vraiment à long terme? Quel gros sujet on veut résoudre? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Parce que nous, on est plutôt des pragmatiques, quoi. Comme je te décris, on a vu un problème, on nous l'a décrit 30 fois, on dit: «OK, ça, on va résoudre ce problème». Et quand on a eu, plusieurs milliers d'établissements clients, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on veut leur apporter sur le long terme?» Et du coup, c'est super clair ce qu'on veut faire. On veut vraiment, créer cette plateforme où tu as une plateforme, Hublot qui est une suite, SaaS où tu gères tous tes recrutements, tous tes remplacements,
tous tes plannings, tous tes enjeux de formation. C'est vraiment la solution RH d'un hôpital, d'une clinique ou d'un EHPAD demain. Ça va être vraiment ce Un all one-stop in shop. one, ouais. Ouais, OK. exactement. Et est-ce que pour le salarié, ou en tout cas pour les professionnels de santé en tant que tels, une fois qu'ils sont rattachés, j'imagine là qu'au début c'est le remplacement, donc en fait tu t'adresses à eux, ils gèrent le remplacement, ça les aide. Mais est-ce que tu as une approche où, tu as un funnel et où tu viens répondre aussi à des enjeux pour le soignant Bien ou sûr. le personnel paramédical? Bien sûr, en faisant ça, on devient aussi, là je te décrivais la proposition de valeur Ouais, plutôt établissement, on devient l'application professionnelle compagnon vraiment du professionnel de santé. Où elle va voir, le professionnel va voir son planning, va pouvoir prendre des missions de remplacement, va pouvoir accéder à du contenu de formation, va pouvoir même communiquer avec son établissement. Aujourd'hui, il y a plein d'infirmières, d'aides-soignantes qui n'ont pas d'adresse mail. La communication dans un hôpital, elle se fait beaucoup à l'ancienne. On affiche des notes de service dans les couloirs. Donc ça doit devenir, et ça devient cette application compagnon des professionnels de santé en établissement. quelles sont les plus grosses difficultés pour un soignant en France? Hem, la plus grosse difficulté, en fait, c'est la pénurie de professionnels de santé en France. Sur tous les métiers, il y a une énorme pénurie de professionnels de santé, notamment infirmiers. Et quand tu demandes à une infirmière, «Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à mieux faire ton job?» C'est, en fait, il me faut plus de collègues. C'est même pas, ce qui arrive en haut, un sujet de rémunération, de reconnaissance, ça arrive juste après, hein, c'est ultra important, mais on n'est pas assez nombreux et du coup, on m'en demande toujours plus. Je perds le sens de mon travail parce que je suis débordé, je pense même plus aux patients, je pense juste à essayer de faire plus et du coup, il y a plein de professionnels qui quittent le job. En moyenne, une infirmière, elle quitte la profession d'infirmière à la moitié de sa carrière. Ouais, donc c'est quand même terrible. On forme des infirmières et à la moitié de carrière, elles arrêtent. Et il y avait un autre sondage, assez parlant en 2021. C'est à la sortie du covid, mais ça a pas tant changé depuis. C'est que en France, 40 des infirmières envisageaient de quitter leur job Ça me paraît énorme. et pas quitter leur job pour aller dans une autre Ouais. boîte comme, Bah, n'importe bien qui peut le sûr, faire. ouais. Quitter la profession, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, et en plus, ça veut dire qu'il y a des enjeux de reconversion professionnelle qui sont aussi importants. Ouais. Tu parlais parce que tu t'es lancé en 2016, donc en fait, tu as vécu de l'intérieur ce que tu évoquais la crise sanitaire en France, Ouais. où en fait on a vu, énormément de reportages sur la télé sur le manque de moyens pour les soignants. Bah, justement, c'est les problématiques que tu donnais, le fait qu'il y ait pas de remplacement potentiel et puis il y a d'autres sujets aussi qui sont inhérents à la profession, qui sont les déserts médicaux, Mmh. et tous ces sujets-là qui sont des sujets très importants, et qui sont aussi des sujets d'avenir. Parce qu'en réalité, je pense que tu as peut-être des stats, mais sur la manière où le nombre de médecins qui est en forte, diminution, en tout cas, c'est des stats que j'ai une petite sœur qui se lance un peu dans la santé. C'est bien. Voilà, c'est bien, non mais elle est passionnée. Et la question que je voulais te poser parce que on a vu tout un acharnement, je dirais, médiatique autour de ça. Est-ce que tu penses que la France prend soin de ses soignants? Non, je pense qu'on prend pas assez soin des soignants. La réponse courte. Il y a quand même du mieux, depuis le covid parce que ça a été un électrochoc, de se dire: «OK, en fait, c'est un métier essentiel». C'était le métier le plus essentiel. On a beaucoup parlé des métiers essentiels versus les autres métiers. Donc, il y a du mieux. Il y a eu notamment des revalorisations déjà salariales parce que c'est des professions, qui sont, très peu payées et pas à la hauteur de ce qu'ils font comme les profs. Donc il y a du mieux mais, pas encore suffisamment. On prend pas assez, soin d'eux, justement parce que, il y a toujours, cette pénurie. On prend pas assez soin d'eux parce qu'ils sont pas outillés correctement et ça c'est notre dada, chez Hublot. Il y a un chiffre que je partage, tous les mois à toutes les personnes qui arrivent, qui rejoignent Hublot. Un chiffre, moi, qui m'a toujours marqué, c'est que dans le monde, il y a 80 des gens qu'on appelle des deskless workers, travailleurs de première ligne. Et pourtant, l'investissement, tech, en software, en SaaS, pour les travailleurs de première ligne, c'est 1 de l'investissement financier. Donc et les professionnels de santé, c'est les premiers concernés. Donc en fait, nous, alors que nous, on a des jobs où on utilise plein d'outils qui On nous a permettent 60 logiciels. plein de logiciels, ça nous permet d'être plus productifs, d'être organisés, de faire des choses. Eux, ils sont à l'âge de pierre, en fait. Et donc ça aide pas non plus à bien faire son job, à être épanoui. Et ça fait partie de prendre soin, d'avoir les bons outils pour faire ton job. Qu'est-ce que tu dirais justement sur ta vision du marché,
de manière, large, donc est-ce que tu as des concurrents un petit peu avec toi sur le sujet en France ou pas vraiment? On a Maintenant, on n'a pas vraiment de concurrents parce qu'on couvre vraiment un spectre large. On a des concurrents sur certaines briques, Ouais, qui sont des concurrents qui font soit que le planning, soit que la gestion des remplacements, soit que le recrutement. assez classique en fait en réalité, Assez quand ce classique ouais, finalement, ouais, dans du logiciel, et il y a assez peu d'acteurs aussi qui ont le parti pris qu'on a pris, qui est: on fait que les établissements de santé. Que ça, on fait rien d'autre, on fera jamais rien d'autre. Et même les leaders, qui sont leaders sur une certaine brique, leaders sur le recrutement dans la santé, leaders sur le planning dans la santé, ils font aussi d'autres secteurs d'activité. Donc certes, la santé, c'est une grosse partie de leur activité, mais il y a pas ce que nous on appelle un pure player obsédé par ouais. établissement de santé et soignants pour faire la solution parfaite pour eux. Et est-ce que tu te plugs parce que tu parlais d'un écosystème et on en parlait même au début, hein, que la santé c'est un écosystème. Est-ce que ton modèle, comme il est construit chez Hublot, quand tu me parles de recrutement, remplacement, formation, tu as construit ta boîte sur un modèle assez ouvert où au final, bah, tu travailles, je sais pas, avec, des agences, d'intérim qui sont pluguées directement à ta solution? Parce que j'imagine que à la fois quand tu verrouilles un système, bon, bah, tu en es l'unique propriétaire et en réalité tu diriges un peu ce que tu veux et la manière dont tu veux le faire. Mais plus tu es ouvert, bon, plus c'est complexe, mais plus tu peux apporter de la valeur au client final. Comment ça Exactement. fonctionne chez toi? On est complètement ouvert. Donc c'est un choix, non seulement, technique, une réalité, on se connecte avec des centaines de partenaires, soit d'autres logiciels, des agences, des prestataires. Mais c'est plutôt un choix, enfin une conviction, Ouais, quasi, personnelle ou culturelle qui est, qu'on doit créer des solutions ouvertes. Et nous, même vraiment, on se connecte et on pousse pour se connecter avec des concurrents parce que l'intérêt des établissements et de nos clients, il prime. Et ça, c'est assez rare, sur le marché où tu as beaucoup d'acteurs qui essaient plutôt de fermer leurs solutions et ouais, qui mettent des barrières tout autour pour, bloquer, l'interopérabilité des outils, qui est un gros sujet. Et ça, moi, ça me rend fou. ouais, Et ça te on rend est à fou? l'opposé de OK. ça, quoi. Le fait de pouvoir se plugger partout, à la fois, bon, c'est un bon enjeu déjà de se connecter, mais ensuite, j'imagine, tu as l'enjeu de garder ces connexions ouvertes et de les entretenir. Ouais, Parce ouais, que c'est ça, c'est coûteux, aussi bien un sûr. autre sujet qui est hyper complexe. OK, non, mais hyper intéressant et tu parlais un petit peu tout à l'heure, de tes concurrents, très verticalisés, on va dire, ou en tout cas sur, des usages très précis et tu mentionnais des exemples. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'investissement que vous avez eu, votre objectif, c'est de faire de la consolidation? On en parle beaucoup dans les secteurs, mais je sais pas, comment les gens interagissent ensemble dans le santé et comment tu interagis avec tes concurrents. Si je prends nous le parti pris de la cybersécurité, un milieu que je connais un petit peu, en tout cas j'ai vu pas mal d'opérations. Hem, on a du mal à faire entendre, les gens ensemble quand ils sont proches, parce qu'il y a un peu d'ego, parce que, tu parlais, d'investissement, mais en 2021, tu as un écosystème où aussi, il y a eu un afflux de capitaux important. Mmh. Donc on a mis beaucoup d'argent très vite, et donc on a valorisé par définition des projets qui ne valaient peut-être pas cette somme-là, et du coup maintenant aujourd'hui, bah, faire de la consolidation sur un marché qui a eu un afflux de capitaux important, c'est pas forcément facile. Mmh. Toi aujourd'hui, comment tu le vois de l'intérieur? C'est un très bon point. Il y a plein de questions dans ta question, mais je suis d'accord avec toi, il y a un sujet, personne, ego pour faire de la consolidation, surtout quand c'est de la consolidation entre boîtes encore portées par des fondateurs. Parce que quand c'est ta boîte, il y a un côté, plus égo, émotionnel, donc ça, c'est un sujet à régler. Et nous, pour la petite histoire, on a fait de la consolidation très tôt. On a fusionné avec notre principal concurrent en 2020. Nous, on était 35, ils étaient 28, donc c'était assez structurant. Ouais, Et après, on a racheté 3 boîtes. Et, oui, tu le dis, il y a eu un gros afflux de capitaux, qui ont généré des survalorisations pour des boîtes finalement qui n'ont pas délivré ce qui était attendu, entre 2021 et maintenant. Et nous, on voit que les les attentes un peu trop élevées du coup pour, céder leur boîte, elles commencent un peu à dégonfler. Il commence à y avoir des discussions entre, les fondateurs et les entreprises en disant: «Bon, faudrait qu'on revienne peut-être à la réalité, et la valo finalement de 2021, on peut plus s'en servir quand on a un point d'ancrage, suffisamment, cohérent avec la réalité de marché». Donc moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des vrais mouvements de consolidation qui vont s'accélérer, notamment en raison de ça dans les années qui viennent. Et nous, la principale raison pour laquelle on est allé chercher ces 2 nouveaux investisseurs, c'est pour nous accompagner à accélérer
la croissance externe et ce mouvement de consolidation. On veut vraiment être cette plateforme française et européenne et on est convaincu que ça passera par plusieurs, voire de nombreux M&A. OK. Mais c'est très clair ce que tu dis, ça résonne un peu dans ce que je vois au quotidien aussi et tu parlais un petit peu de on arrive à faire entendre les acteurs. Souvent, ce qui fait entendre les acteurs, c'est ce qu'on appelle la disponibilité ou la trésorerie sur la boîte où Ouais, on se dit: ouais, «Bon, bah, là, c'est soit j'essaye d'en tirer un petit prix, soit, potentiellement je vais à la casse». C'est ouais. peut-être ça aussi qui fait travailler les gens ensemble? Ça aide. Quand il y a plus d'argent sur le compte bancaire, ça aide, à accélérer les décisions, effectivement. On parlait des enjeux de consolidation et de la manière dont le marché s'est structuré et on parlait un petit peu de trésor. Hem, Justement, toi, tu parlais avant, d'acteurs, et d'investisseurs qui t'ont rejoint et tu me disais avant, bah, moi, je suis un peu franco-français, même si tu me disais que tu t'es développé un peu à peut-être en dehors des frontières et tu me préciseras où. Hem, Comment tu choisis un petit peu la manière dont tu te développes à la fois en France et à la fois, je dirais en Europe ou peut-être à l'international? Il y a 2 raisons qui nous ont conduits à nous interroger sur est-ce qu'on peut et est-ce qu'on veut se développer, dans d'autres pays? La première, c'est, est-ce que le problème qu'on résout en France, il est aussi prégnant dans d'autres pays et on est capable de le résoudre? Alors vraiment plutôt toujours dans cette idée d'avoir envie de résoudre les problèmes, un maximum de problèmes. Et c'était le cas, en tout cas, le problème de la pénurie de professionnels, l'absentéisme, la difficulté à gérer les plannings et avoir du staff au bon endroit au bon moment, c'est vrai dans tous les pays, développés et la pénurie de professionnels de santé, elle est mondiale et après, c'était aussi un moyen d'élargir notre marché adressable. De dire: «OK, si on fait juste la gestion des remplacements, en France, au bout d'un moment, on va arriver au bout, de l'exercice» et donc on a voulu faire, 2 choses. C'est ce que je décrivais plus tôt, j'y reviendrai pas forcément en détail, mais élargir ce qu'on fait d'un point de vue produit, donc vraiment construire une plateforme beaucoup plus large pour, faire plus avec nos clients existants en France et puis lancer ce qu'on fait, dans d'autres pays à l'international, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, et en Suisse. Est-ce que le marché de la santé est un marché globalisé sur les pain points que tu adresses? On en parle souvent dans le podcast, mais en fonction des secteurs d'activité, c'est plus ou moins globalisé. Tu as des acteurs plutôt existants qui ont déjà des bonnes parts de marché. Des fois, la France est un terrain un jeu qui suffit. En plus, ça fait du conseil, donc à mon avis, ton market sizing, tu es à peu près capable de savoir ce que tu peux aller chercher et ce que tu peux pas. Heu, Est-ce que le marché de la santé sur ton domaine est un marché sur lequel tu peux t'exporter facilement? Ou alors, en fait, les efforts que tu as dû et que tu as fait pour, sur ton go to market, aller démarcher les établissements de santé, c'est très compliqué à exporter parce que du coup, il faut, je sais pas, avoir des équipes commerciales, batailler, le système n'est pas du tout, structuré de la même manière. Quel est ton constat sur ça? C'est un entre-deux. C'est beaucoup moins facile que d'autres, approches plus globales. Je pense potentiellement à la cyber, hein, tu donnais cet exemple. Je pense que c'est plus facile de s'internationaliser sur certaines briques, cyber. Mais nous, on est dans la santé sur un sujet RH, donc on n'est pas non plus ultra dépendant des systèmes de santé, des systèmes de remboursement, où là, c'est très national. Les problématiques RH dans la santé, elles sont assez similaires d'un pays à l'autre. Mais on est dans un entre-deux parce qu'il faut quand même, avoir des équipes sur place, comprendre, les clients sur place. Il y a peu de clients internationaux, il y a quelques groupes, mais ils sont peu nombreux. Donc le go to market, il faut quand même reconstruire pas mal de choses, mais le problème est très similaire d'un pays à l'autre. OK. L'enjeu des soignants, est-ce que c'est un enjeu du 21e siècle pour toi? L'enjeu de prendre soin des soignants, pour moi, c'est l'enjeu du enfin, j'espère qu'il sera résolu avant la fin du 21e siècle et prendre soin des soignants parce que la population, vieillit, donc on a de plus en plus besoin d'eux. Il y a de plus en plus de maladies chroniques, donc on a de plus en plus besoin d'eux. Si on n'arrive pas à résoudre ce sujet de la pénurie des professionnels de santé et de faire de ce métier un métier que les gens aiment faire, que plus de gens vont vouloir faire, littéralement, on n'aura pas assez de gens pour prendre soin de nous, dans les dizaines d'années qui viennent. Donc ouais, c'est une Est-ce urgence. que tu as des statistiques un petit peu sur ça? J'imagine parce que, bon, en vrai, tu collectes énormément d'infos que tu sais pas si tu as plus ou moins le droit de les utiliser, mais tu vois bien, toi-même, tu as des chiffres, très précis, j'imagine, quand tu travailles avec un établissement de santé sur le turnover des soignants, le nombre d'arrêts qu'ils posent potentiellement. Mmh. Quels sont les chiffres, les KPI précis du secteur de la santé que tu aurais à nous partager? Mmh. Il y a
3 chiffres qui illustrent un peu ce que je veux dire. Le premier, c'est le taux d'absentéisme dans la santé. Il est au-dessus de 10%, toujours au-dessus de 10%, ce qui est énorme, hein. C'est-à-dire dans une équipe, chaque jour, il manque une personne sur 10. Le deuxième chiffre, un peu nous, notre North Star Metrics qu'on essaie de pousser le plus haut possible sur la partie remplacement, c'est quand une mission est postée sur Hublot parce qu'il y a une absence pour trouver un remplaçant, elle est pourvue dans 65% des cas. Donc dans 35% des cas, il y a une difficulté et pourtant on a investi, on a une solution, on sait faire plein de choses, mais dans 35% des cas, on ne trouve pas de remplaçant. Et le troisième chiffre, qui est plus un chiffre de marché, qui a été actualisé par l'Organisation mondiale de la santé récemment, c'est que d'ici à 2030 dans le monde, il va manquer 11 millions de professionnels de santé par rapport à la demande en soins. C'est énorme. C'est gigantesque. Ouais, et tu parlais un petit peu de ça parce que, moi, ce que j'ai du mal à voir, sur la solution, c'est que, si demain, je sais pas, je me pointe pas au boulot, je suis dans le secteur paramédical, je me pointe pas, on utilise Hublot. La question, c'est que comment vous arrivez à très vite identifier une personne et que le besoin soit satisfait? Parce que j'imagine qu'il y a plein de situations où en fait on peut estimer et prévoir, notre nombre de personnel qu'il va nous falloir, mais dans plein de situations un peu litigieuses ou plein de situations où on se lève le matin et on découvre qu'il y a une personne sur 10 dans notre équipe qui est pas là, j'imagine que c'est une grosse difficulté de répondre à ce besoin-là, très vite et très bien. Ouais, enfin, c'est une vraie difficulté et c'est ce qu'on a réussi à faire. En fait, il y a plusieurs façons de voir le fonctionnement de ce sujet staffing dans un établissement de santé. D'abord, les établissements, ils ont besoin de recruter et ils recrutent constamment parce qu'il y a du turnover. Donc, nous, on leur donne des solutions pour pouvoir créer leur site carrière, diffuser leurs offres d'emploi, être visible auprès du million de professionnels de santé qu'on a, nous, inscrits sur Oui. Hublot et collaborer sur la partie recrutement. Donc, ils ont leur équipe de soignants, ils le travaillent, ils l'enrichissent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le sujet planification. Il faut créer des plannings en amont qui prennent en compte toutes les contraintes du droit du travail français, des conventions, de l'établissement, voire des desiderata des soignants. Et c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, construire des plannings, c'est une certaine complexité. Et là-dessus, on les aide. Et après, il y a la partie remplacement, qui est celle par laquelle on avait commencé, qui est dès qu'il y a un trou dans le planning. Et c'est l'exemple que tu donnais. Toi, si tu es infirmier, là, tu es malade, tu appelles. Ce qui se passe, c'est que tu vas appeler ta cadre, dire «Je suis malade, je peux pas venir, je devais venir ce soir à 19 heures pour mon shift de nuit». Bah, là, elle va aller sur Hublot, poster une mission en 30 secondes en disant, bah, remplacement de Pierre pour ce soir de 19 heures à 7 heures du matin. J'ai besoin, d'un infirmier ou d'une infirmière compétent en ça. Et là, ça va aller intelligemment notifier toutes les personnes du réseau qui se sont rendues disponibles, les notifier dans le bon ordre pour, maximiser la probabilité que la mission soit prise. Et donc ça, c'est tout sur un ensemble de critères. Et puis maintenant, on développe des trucs avec du smart matching, de l'algorithmie, un peu de machine learning pour optimiser la capacité à trouver un soignant. Ouais. On parlait tout à l'heure et j'évoquais le thème des déserts médicaux. Ouais. Mais forcément, si tu as un établissement de santé, à Paris et un établissement, je sais pas, au fin fond du Louhanais, près de chez moi, j'imagine que forcément la difficulté vient aussi de l'onboarding et de la présence potentielle sur la partie remplacement d'effectifs présents. Ouais. Et la question qui se pose, c'est qu'en fait, même si tu as la solution, en réalité, tu peux pas forcément répondre à tous les cas de figure parce que les besoins et en tout cas, la déficience ou en tout cas le manque de soignants, bah, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais tu as raison, nous, avec la partie, que je te décrivais, on répond à un symptôme et on essaie de fluidifier, en fait, Mmh. la disponibilité des soignants avec les Oui. besoins des établissements. Mais il y a un problème, enfin, je raisonne en flux, en stock, désolé, mais donc nous, on essaie de simplifier le flux, mais il y a un problème de stock. Il y a pas assez de soignants et notamment dans les déserts médicaux. Mais là où c'est intéressant, c'est que aider sur le flux, aider à solliciter plus de soignants et pas toujours les mêmes pour pas les épuiser, aider à répartir l'effort entre les soignants, c'est aussi un moyen de réduire la charge sur certains et qu'ils arrêtent leur boulot. Donc en fait, en optimisant la façon dont on sollicite les soignants qui sont dispo, Oui.
on maintient le stock de soignants plutôt que d'épuiser toujours les mêmes. OK. Je sais pas si je suis Ouais, clair, non, mais c'est très clair, mais je le vois un peu, c'est pareil, dans plein de métiers, mais je veux dire, en fait, ne pas solliciter tout le temps les mêmes personnes sur les mêmes sujets, ça me paraît, plutôt clair. Les questions que j'avais et qui vont plutôt, suivre, c'est tu parlais un petit peu d'incentive parce que tu parles de fluidifier ces process-là, hem, mais aujourd'hui, maintenant que tu as intégré en quelque sorte aussi les soignants, les personnels, du paramédical avec toi sur ta plateforme et tu parlais tout à l'heure, il y a pas que l'argent, il y a aussi, la manière dont on traite les gens, et il y a plein de choses qui rentrent dans la considération de ce qu'est un soignant. Heu, mais avant tout, est-ce que le problème des soignants, c'est pas leur salaire? c'est notamment un problème effectivement, le salaire et l'une des raisons pour lesquelles ils ont envie de faire des missions de remplacement. Qu'ils soient en CDI et pour faire des heures sup, c'est pour gagner un peu plus, ou quand ils sont plutôt sur des modèles de contrat court, de CDD, là aussi c'est pour, gagner un peu plus, donc il y a un sujet de salaire. Le deuxième sujet qui même prévaut, parfois quand on les interroge sur le sujet salaire, c'est plutôt un sujet flexibilité et organisation du temps. OK. Parce que, traditionnellement dans les établissements de santé, il y a quand même des contraintes horaires qui sont difficiles, notamment quand tu commences, quand tu es plus jeune, tu dois faire, pas mal de nuits, des gardes et avec un bonne solution de planning et une bonne solution de gestion des remplacements, bah, tu arrives quand même à trouver des missions qui correspondent davantage à ton agenda, sans pour autant que ce soit, totalement à la carte, sinon l'établissement il fonctionne plus. Donc faut trouver cet équilibre entre l'établissement, il a besoin de stabilité, d'un certain planning, mais aussi, donner de la flexibilité et de la liberté, aux soignants. D'autant plus que c'est aussi générationnel. Les gens ont envie de plus de flexibilité et de liberté dans leur façon de travailler et de s'organiser. Ouais. Si on tu parlais tout à l'heure et c'est moi qui posais cette question de globaliser le marché de la santé. Tu disais que tu avais fait rentrer un acteur allemand à ton capital, et on en parlait aussi avec toi, sur les thérapies digitales. Est-ce que le marché allemand, ou en tout cas la manière de gérer un soignant français est différent que celui de générer un soignant allemand? C'est pas extrêmement, différent, mais, ce qu'on a observé, ce qui était intéressant avec l'Allemagne, c'est que l'envie pour, l'infirmière en moyenne dans un établissement de travailler un peu plus pour gagner plus, elle est moins forte qu'en France. OK. Parce que finalement le salaire, moyen ou médian d'une infirmière par rapport, au niveau de vie en Allemagne, bah, il est un peu plus élevé finalement. Ce qui fait que donc ce côté qu'on a beaucoup en France, que beaucoup, d'infirmières et de soignantes veulent faire des heures sup, des missions pour gagner un peu plus parce qu'elles sont pas très bien payées. On l'a un peu moins en Allemagne, donc l'envie de faire des missions de remplacement était un peu moins fort. Ils privilégient quand même le repos plutôt que travailler un petit peu plus pour arrondir les fins de mois. Et c'est assez subtil, on a mis longtemps à comprendre ça. Sinon, dans la façon de s'organiser, de gérer des équipes, c'est assez similaire. En revanche, en Allemagne, à l'inverse de ce que tu décrivais sur la partie plus thérapie, sur ce qui est outillage des établissements de santé, digitalisation des façons de travailler, des solutions de gestion, notamment des solutions de gestion RH, ils sont plus en retard qu'en France. Ah, ils sont plus en retard. Ouais, le niveau de digitalisation est bien moins avancé qu'en France. Et donc il faut, pour un entrepreneur qui nous écoute, il faut aller en Allemagne, proposer des solutions de digitalisation? Mais il faut y aller avec des Allemands aussi. C'est pas facile, tu as besoin d'avoir une équipe, qui comprend, l'Allemagne. Nous, on avait des équipes allemandes sur place, mais on est quand même français. Moi, j'y allais, à un moment quasi toutes les semaines, mais c'est difficile et il faut passer du temps. C'est vrai dans tous les pays, hein, quand tu lances un pays, il faut y passer du temps et c'est encore plus vrai, en Allemagne où comme en France, on a l'habitude de travailler avec des Français, en Allemagne, ils ont l'habitude de travailler avec des Allemands. Ouais, je comprends. Non, mais c'est très clair et c'est pour ça que je te posais cette question-là parce que cette, étape un peu internationalisation, compréhension aussi de l'écosystème dans lequel on est et dans lequel on va est un enjeu, crucial, surtout dans l'ouverture d'un nouveau pays. Si on parle un petit peu, je dirais en général de ce qu'attend de la satisfaction des gens qui utilisent ta solution. Est-ce que, je sais que et je fais ce parallèle avec les thérapies digitales, je suis désolé, mais parce que c'est un des secteurs que je connais un peu plus en santé, mais, Ouais. hem, dans pas mal de cas pour, ce qui est compliqué dans les thérapies digitales,
c'est d'estimer en quelque sorte les bienfaits à long terme qu'une thérapie digitale va pouvoir avoir sur quelqu'un, parce qu'il faut du temps et parce que, bah, on n'a pas forcément le retour. Hem, Toi, aujourd'hui, avec ta solution, quand tu la pitches à un établissement de santé, est-ce que tu es capable, globalement, d'arriver et de leur dire: «Bah, voilà, avec le temps», ça fait quand même presque 10 ans maintenant que tu Mmh. entrepris, de dire: «Bah, en fait, sur ça, on sait que on va vous apporter tel KPI ou en tout cas, on va vous apporter un certain gain de productivité, de bien-être aussi», parce Mmh. on est beaucoup dans la productivité, mais il y a aussi le bien-être, qui sont plutôt tangibles, en fait. Ouais. Alors ça, quand on le pitch, quand on le vend, on le Ouais, fait même par segment, mais si je te donne en moyenne, ce qu'on va dire, c'est, avec Hublot, chaque cadre de santé manager va gagner 2h30. C'est mesuré, on l'a mesuré. En moyenne, la réduction du recours à l'intérim est de 70, donc réduction de 70 du coût de l'intérim. Et en moyenne, sur 3 mois, vous allez trouver 54 nouveaux soignants remplaçants qui vont arriver dans votre établissement grâce à la notoriété Hublot. Et enfin, sur la satisfaction, on mesure la satisfaction sur tous nos utilisateurs. Quand on leur demande à quel point vous êtes satisfait de Hublot, la note, c'est 9,2 sur 10. OK. Non, mais au moins c'est précis Ouais. et si on rentre un petit peu, est-ce que tu as le droit alors, j'ai vu des chiffres passer sur internet, mais est-ce que tu as le droit de donner un peu ton chiffre d'affaires, les éléments que tu fais, et comment ça se passe un petit peu au niveau, financier, quoi? Les grands chiffres qui permettent d'appréhender qui on est, où on en est chez Hublot, on a bientôt 6 000 établissements de santé clients, 1 200 000 professionnels utilisateurs. C'est plus de la moitié des infirmières et infirmiers et quasi 80% des aides-soignantes et aides-soignants. On fait 30 millions d'euros d'ARR. OK. Et on Tu que dans ton business model, tu as que de l'ARR ou tu as de la presta ou tu as Que des de autres moyens? l'ARR, C'est que de l'ARR? que de l'ARR, ouais. L'établissement, il paye, day one et Ils payent un abonnement dès le premier jour en fonction de la taille de l'établissement. OK. Après, il y a quelques options, et cetera, mais c'est ça. Et on est rentable cette année pour la première fois. D'accord, OK. C'était une étape importante pour toi, la rentabilité? Ouais, c'est une étape importante. Alors moi, ça m'a jamais inquiété parce que ça a toujours été très clair dans ma tête sur comment et quand on allait y arriver. Mais c'est une étape importante parce que c'est aussi assez rassurant pour les équipes en interne. De voir, OK, on y est arrivé, on est à la rentabilité, parce que j'avais beau dire: «Vous inquiétez pas, on investit, on n'est pas rentable, mais on va l'être». C'est assez rassurant et puis, même aussi pour, ça nous a permis d'avoir accès à d'autres typologies d'investisseurs dont on a parlé tout à l'heure, qui investissent dans des boîtes qui ont déjà atteint la rentabilité. OK et c'est important que tu dises ça et tu parlais un petit peu de ton rapport, bah, là, aux salariés, aux gens qui travaillent pour toi. Heu, la question que j'ai envie de te poser, c'est que quand je t'entends, pitcher un petit peu, je dirais, la manière dont tu as bootstrappé par moment, levé des fonds et cetera, j'ai l'impression que tu la gères un peu en bon père de famille, mais sur ce marché un peu digital, je me dis: «Mais il y a forcément des moments où tu t'es dit» ou même en développement de manière lean et en étant autofinancé, même si bon, tu reviendras si tu l'as été un petit peu, mais de ce que je crois comprendre, tu as à un moment donné quand même essayé de pas être à la course à la levée quoi, en tout cas. Ouais. Hem, c'est quoi comment tu gères l'équation entre potentiellement des gens qui lèvent beaucoup et qui vont pouvoir aller très vite dans l'acquisition, dans le développement de la plateforme et une approche un peu plus, je dirais, réservée? Parce que c'est un vrai dilemme pour les entrepreneurs, parce qu'on oublie qu'il faut que enfin, vous avez tellement de choses à gérer déjà sur le terrain dans le développement de votre boîte. Mais la réalité, c'est que vous êtes aussi confronté à un paysage concurrentiel, avec des acteurs, j'imagine aussi internationaux. C'est comment on gère cette équation de on lève, on se dilue pas trop, mais en même temps, si on lève pas beaucoup, bah, on peut se faire dépasser, surtout dans le secteur, dans lequel tu évolues. Quelle a été ton équation, de tous les jours? Je dirais que ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut lever de l'argent si tu sais comment tu vas le dépenser. Faut pas lever pour lever. Et nous, pendant longtemps, on était assez au clair sur le fait qu'on avait besoin de lever un peu, mais pas trop, et que ça allait nous permettre quand même d'avoir une super ambition, une très forte croissance. On a doublé certaines années annuellement. Là, on est presque à 40% de croissance annuelle, donc on continue d'avoir une très forte croissance. Et si on nous donnait, enfin, on investissait beaucoup d'argent, bah, je suis pas sûr que ça nous permettrait d'accélérer tant que ça. Donc, lever, oui, mais si tu sais où le dépenser. Ça a OK. toujours été notre parti pris et j'en suis intimement convaincu. Et
si j'ai d'autres aventures entrepreneuriales plus tard, ce sera toujours le cas. OK. Vous êtes combien chez Hublot en ce moment? On est 180. OK, c'est beaucoup quand même, hein? C'est beaucoup, mais là, on a pas mal, on a pas mal de postes ouverts. OK. On a 30 postes ouverts, donc OK, donc tu vas dépasser les 200 quoi, prochainement? ouais, voilà, l'objectif, en 2026, c'est d'être, 215. 215, OK, Mmh. bel objectif en tout cas. Ouais. Si on revient un petit peu sur le secteur dans lequel tu es et je te disais tout à l'heure en fait, Antoine, tu peux pas influencer tout le secteur. Tu peux participer à fluidifier. Maintenant que tu es là et j'ai vu que tu avais quand même un rôle, quand même dans l'écosystème. Maintenant, je veux dire, tu me parles de 180 personnes. J'imagine qu'entre les moments où tu t'es lancé et maintenant, ta voix est un peu plus entendue sur les constats que tu peux donner sur un écosystème. J'imagine peut-être que tu as aussi des choses à dire, sur ces sujets-là auprès des gens qui sont, peut-être dans les pouvoirs publics ou dans l'écosystème santé de manière générale. Toi, aujourd'hui, si tu étais parce que tu parlais d'entreprendre, si tu devais révoluer ou évoluer de nouveau dans le secteur de la santé, à quoi tu t'attaquerais et qu'est-ce qui est pour toi prioritaire? Ah, c'est une bonne question parce que il y a encore tellement de choses à faire sur les sujets, sur les sujets RH qu'on n'a pas touché du doigt. Parce que sur la partie recrutement, on est au tout début et les établissements, ils sont pas encore matures et quand tu leur poses la question, ils disent: «Mon sujet, c'est attractivité et fidélisation du personnel», donc tout reste à faire, encore là-dessus. Et pour répondre à la question sur la partie, voix, l'écosystème public et cetera, nous, on est quand même assez, pragmatique. Ce qu'on fait, c'est avoir le meilleur produit et montrer la valeur qu'il apporte pour les établissements. Et finalement, c'est en faisant ça qu'on est connu et reconnu comme une solution, qui marche, quoi, qui est une solution qui apporte de la valeur, qui permet d'être plus efficace, qui permet d'améliorer la qualité de vie des professionnels et au final, du coup, la façon dont on prend soin des patients. Donc c'est en étant très opérationnel qu'on se construit, je pense une réputation d'un acteur qui compte. Avec le temps qui est passé et les années, qui ont défilé sur Hublot et toutes les étapes qu'on a mentionnées depuis le début, aujourd'hui, si tu devais, être fier de quelque chose ou en tout cas, ce qui te rend le plus fier, quand tu vas tous les matins et tu me dis tout à l'heure, après l'épisode, je pars au boulot et je prends mon vélo et je rejoins les équipes. Qu'est-ce qui te rend le plus fier chaque matin quand tu te lèves? Il y a le truc qui me rend le plus fier, c'est les retours clients, incroyables. On a un channel Slack où, tous les jours, les équipes, notamment support et customer success, elles remontent les retours clients, qui sont, c'est incroyable, ça m'a changé la vie, parfois, on rit un peu jaune, mais certains disent: «Si on m'enlève Hublot, je démissionne». Enfin, avoir été aussi critique, et devenu aussi important et apporter autant de valeur, des 2 côtés, hein, aux établissements et aux soignants, ça, c'est vraiment ce qui me drive et nous drive, je pense, tous chez Hublot au quotidien. Et l'autre truc qui est plus anecdotique, mais dont on m'a parlé aussi 2 fois hier à l'événement dont je te parlais avec des directeurs d'hôpital. Il y en a 2 différents qui m'ont dit: «Ah, c'est fou, maintenant on dit faire un hublot, quoi». Les soignants, les managers disent faire un hublot comme faire un Lydia, c'est Ouais, c'est devenu ça. un nom commun et ça je trouve c'est assez fort et ça a l'air anecdotique mais c'est une petite fierté, Mais je c'est pense que tu pour as toutes les causes. démocratisé alors une pratique Ouais. et c'est assez fort parce que tu disais faire un Lydia, mais c'est vrai qu'on me disait même pas: «Je te fais un virement», on me disait même pas ça, on me disait: «Faire un Lydia» et puis en plus je suis un peu la génération, Lydia. Ouais, Heu, moi aussi, je te voilà. rassure. J'utilise un peu moins, j'avoue, mais je suis la génération Lydia et c'est fou d'avoir démocratisé ça donc intéressant que tu me dises cette petite anecdote parce que je la trouve, hyper parlante et en fait, c'est encore plus beau que n'importe quel compliment, je trouve. Ouais, c'est une belle, réussite qu'il est difficile de vouloir atteindre mais on dit, dans beaucoup d'établissements, on fait un hublot, je fais un hublot. Antoine, on est bientôt à la fin de l'épisode parce qu'il nous reste, environ 2 petites minutes, on va dire. Si plutôt tu avais le mot de la fin sur l'épisode et sur ce que tu devrais dire, aux personnes qui nous écoutent, je sais pas, une stat dans la santé, un constat que tu as envie de partager, des choses que les gens extérieurs à ton domaine ne voient pas, mais qui est une réelle difficulté, à la fois peut-être pour toi, pour les soignants, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, ce serait peut-être plutôt un message, un appel à entreprendre dans la santé pour contrebalancer ce que j'ai dit au début en disant que la santé, c'est un écosystème compliqué pour investir parce que complexité du remboursement, service public.
mais il y a tellement, de problèmes à résoudre et les gens pour qui on veut le faire, ils sont, à l'écoute, ils ont envie, ils sont aidants. Nous, on le voit tous les jours. J'étais hier à un événement avec, 40 directeurs d'hôpital, ils ont, plein d'idées, en fait, pour faire changer les choses. Donc ouais, c'est pas facile parce que c'est un écosystème particulier, mais il y a de la place, des choses à faire et si on est plus de boîtes comme nous, en écosystème ouvert pour bien travailler avec les autres, bah, on peut faire, de très belles choses donc c'est plutôt un appel à entreprendre à ceux qui ont envie d'y aller. Et à s'engager dans la santé. Exactement. Merci beaucoup Antoine Laurent. Merci à toi Pierre.